Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, il nous faut recoudre cette France trop souvent déchirée. C'est le message qu'a adressé Emmanuel Macron hier aux maires de France en ouverture de leur congrès. On en parle avec le sénateur socialiste du Loiret et ancien maire d'Orléans, Jean-Pierre Sueur. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre. Cette semaine, nous nous intéressons au quotidien des maires. Aujourd'hui, direction Saint-Venant, c'est dans le Pas-de-Calais, pour suivre un conseiller municipal. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu et qui analyseront ce discours d'Emmanuel Macron devant les maires. On parlera également du pouvoir de police du maire et des violences dont ils sont de plus en plus victimes. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 20 novembre. Emmanuel Macron s'oppose à l'interdiction des listes communautaires, mais dévoilera de nouvelles mesures contre le communautarisme dans les prochaines semaines. Annonce faite hier devant les maires en ouverture de leur congrès. Le président de la République qui recevra ce soir à l'Élysée 1500 maires. Journée cruciale pour l'hôpital, c'est ce matin qu'Édouard Philippe doit faire ses annonces sur le plan d'urgence promis par Emmanuel Macron. L'hôpital qui est plongé dans une crise sociale inédite depuis plusieurs mois. L'Assemblée nationale a adopté hier le budget 2020. Il prévoit une baisse d'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros ainsi que la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers fiscaux. Le budget qui sera examiné à partir de demain après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Et puis au Sénat toujours, à noter que Christophe Castaner sera auditionné à 16h30 par la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu du Loiret, siège dans le groupe socialiste. Bonjour Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer bien sûr par ce discours d'Emmanuel Macron hier devant les maires de France. Avant de vous entendre, on va écouter Emmanuel Macron, Jean-Pierre Sueur. Il a rendu hier un hommage aux maires. J'ai tant appris de vous, leur a-t-il dit. On l'écoute. Tant appris, oui j'ose le dire, de vous. De ces débats que nous avons eus ensemble, que j'avais encore il y a quelques jours à Épernay avec le maire et son conseil municipal. Je ne suis certes pas maire d'une commune de France, mais je me sens chaque jour un peu plus à votre contact maire de la commune France, c'est-à-dire à la fois gardien de l'essentiel, l'unité de la nation, et du quotidien concret des vies, de la dimension humaine qui, à la fin, doit guider toute action publique. Jean-Pierre Sueur, vous avez écouté ce discours. Vous entendez cet hommage d'Emmanuel Macron aux maires de France. Est-ce que vous diriez que le rapport entre Emmanuel Macron et les maires a changé, que désormais il les a compris ? Vous savez, l'année dernière, il n'est pas venu. Ça a été très mal pris. Je crois que cette année, il a essayé de se rattraper, tout simplement. Et c'est étrange d'ailleurs, il a l'air de s'excuser de ne pas avoir été maire. Vous savez, des hommes comme François Mitterrand, il l'a cité dans son discours. Oui, bien sûr. Jacques Chirac, la Corrèze. Ils avaient ce côté terrien, attaché aux collectivités locales. Lui ne l'avait pas. Et il fait des efforts de rattrapage. Mais vous trouvez que ça manque dans sa politique, dans sa présidence ? Ce qui m'inquiète, voyez-vous, ce n'est pas cela, c'est la loi. On a voté une loi engagement et proximité. C'est une loi qui a été faite à l'approche des municipales, bien sûr. Personne n'est dupe. On l'a votée au Sénat en donnant beaucoup de libertés nouvelles aux maires. Et à l'Assemblée nationale, la majorité, elle a pratiquement détricoté tout ce qu'avait apporté le Sénat. Donc, je suis intéressé par les paroles d'Emmanuel Macron, mais je suis encore plus intéressé par les actes. Qu'est-ce que vous dites ? Que les actes ne suivent pas ? Que cette loi Le Cornu, c'est l'illustration que les actes ne suivent pas ? Cette loi Le Cornu, c'est l'illustration que les actes ne suivent pas. Lorsque l'on prévoit de donner beaucoup de liberté
pour une plus juste indemnité des maires dans les petites communes. Là où un maire, par exemple, abandonne son travail pour exercer son mandat. Voilà qu'à l'Assemblée nationale, on a le retour au texte initial. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il faut écouter le Parlement, et je crois qu'il faut écouter le Sénat, parce que n'oublions jamais que les sénateurs sont élus par les représentants des communes. On va revenir au discours d'Emmanuel Macron, 1h30 de discours hier devant les maires. C'est long et il y avait beaucoup de thèmes abordés. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce discours ? J'ai trouvé qu'il y avait une chose positive. Monsieur Macron a dit qu'il ne fallait pas interdire les listes communautaristes. Bon, je sais qu'ici, Monsieur Retailleau, que vous allez inviter, voudrait cette interdiction. Mais quand on regarde les choses concrètement et juridiquement, c'est très difficile. Est-ce qu'on va interdire à Madame Boutin de présenter une liste du parti chrétien ? Il s'appelle chrétien. Et c'est sa liberté. Donc vous dites Emmanuel Macron a raison de s'opposer à cette interdiction, vous êtes d'accord avec lui là-dessus ? Parce qu'on aura beaucoup de mal à définir ce qui est communautariste et ce qui ne l'est pas, et que vous pourrez avoir des listes communautaristes qui soient cachées derrière tout un tas de sigles ou d'appellations. Ce qui est important, c'est la laïcité. Vous savez, à l'école de la République, tous les enfants sont les uns à côté des autres, quelles que soient les convictions de leurs parents. Au conseil municipal, c'est très bien qu'on ait des citoyens, des citoyennes de tous âges d'ailleurs. Il faut représenter les jeunes autant que les anciens, et peut-être davantage les jeunes. Mais il faut que tout le monde soit là, dans le respect. On est les uns à côté des autres. Vous en avez un qui croit à telle religion, un autre à telle autre religion, un autre qui est athée, très bien, ou une autre. Tout le monde est là. Puisque vous parlez de la laïcité, Emmanuel Macron en a parlé hier dans son discours. Est-ce que vous trouvez qu'il a été assez clair sur ce sujet, que sa position est assez claire sur le sujet en général ? Écoutez, moi je suis très attaché à la Constitution. C'est au début de la Constitution. La France est un pays laïque. Et la laïcité telle que je la conçois, mais ce n'est pas ma propre lecture, elle est toute simple. La laïcité, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble dans l'harmonie, c'est tout. Et de vivre ensemble dans le respect. Et Emmanuel Macron a dit des phrases à ce sujet qui me paraissent raisonnables, bien sûr. Emmanuel Macron a fait un discours où il y avait beaucoup de régaliens. Il a parlé de la lutte contre le communautarisme, de la laïcité, de la sécurité. Mais est-ce que vous trouvez que dans son discours, il a répondu aux attentes et aux préoccupations des maires ? Je ne suis pas sûr. Parce que les maires ont affaire à des gros problèmes financiers en particulier. Vous comprenez, il a dit, si vous trouvez un citoyen qui se plaint de la suppression de la taxe d'habitation, trouvez-le-moi. Et peut-être même que vous serez content de voir que quelqu'un vient vous féliciter parce qu'il n'y a plus de taxe d'habitation. C'est un peu démagogique, parce que le maire... il n'est pas contre forcément la suppression de la taxe d'habitation, mais il faut bien qu'il boucle son budget. Et on sait très bien que les 23 milliards de manque à gagner pour les collectivités locales, pour les communes, de la suppression de la taxe d'habitation, ne seront pas compensés. Alors on va nous dire, oui, mais vous allez avoir tel impôt qui va venir du département, puis le département va recevoir de la TVA. Mais au bout du bout, qu'est-ce qui arrive ? Pour les régions, les départements, les communes, on est dans un système où il y a de moins en moins d'autonomie locale. Qu'est-ce qu'on a voulu dans la Révolution française ? Lors de la Révolution française, on a dit, il faut que pour lever l'impôt et décider des dépenses, il faut que ce soit des assemblées, les communes, élues au suffrage universel direct. Très important. Et à partir du moment où on est de plus en plus tributaire, les régions le sont presque à 100%, des dotations de l'État, dotations qui baissent, eh bien on a de moins en moins de ressources et tous les maires vous dites aujourd'hui il n'y a plus d'autonomie fiscale et financière pour les collectivités. De moins en moins. Et ce sera difficile d'ailleurs de revenir en arrière. Et c'est très important parce que l'autonomie locale, c'est ce qui fait fondamentalement la décentralisation. Et Emmanuel Macron qui a parlé de la décentralisation, mais finalement, il n'en a pas dit grand-chose. Il y a la loi de Jacqueline Gourault qui est attendue après les municipales sur la décentralisation. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette loi ? Je ne sais pas. Écoutez, il y a une loi maintenant qui s'appelle la loi Engagement et Proximité. Je prendrai un seul exemple. Le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi que j'ai faite pour mieux représenter dans les intercommunalités les petites et les moyennes communes. Bon,
On a voté ça au mois de janvier. Moi, j'ai dit à Jacqueline Gouraud, que je connais bien, c'est une ancienne sénatrice, c'est une collègue, elle est du Loir-et-Cher. Je lui dis, Jacqueline, il faudrait que ce texte, il vienne à l'Assemblée nationale, avant les municipales. Il n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qu'elle vous dit alors? Elle dit, ben voilà, l'emploi du temps, etc. Résultat, on remet cette mesure par amendement et votée par le Sénat dans la loi engagement et proximité. Et que fait l'Assemblée nationale? Elle supprime. Parce qu'on a beaucoup de députés, de la majorité, je dois le dire, je leur dis en face, je le dis tout le temps, qui croient devoir revenir toujours au texte du gouvernement. Mais non, quand on est parlementaire, on a une grande liberté. Exerçons-la. Et je regrette que toutes les avancées du Sénat, pratiquement toutes, j'en ai cité 2, je pourrais en citer davantage, ont été ratiboisées par l'Assemblée nationale. Donc il y a le discours et il y a les actes. Un dernier mot sur la différenciation, puisqu'Emmanuel Macron en a parlé hier, disant qu'il espère qu'elle se fera dans la réforme constitutionnelle. Est-ce que pour vous, cette réforme constitutionnelle, elle va voir le jour? Écoutez, c'est comme Soran, on ne voit rien venir. Sur la réforme constitutionnelle, je pense qu'Emmanuel Macron porte une lourde responsabilité. Je vais le dire clairement. Il est focalisé sur une chose, la diminution du nombre de députés et de sénateurs. Bien. On n'en fait pas un tabou. Très franchement, s'il y a 20 sénateurs de moins ou X députés de moins, ce n'est pas un drame. Mais comme il est tétanisé là-dessus et que nous disons il faut quand même veiller à la proximité. Vous comprenez, si demain on a des députés qui ont des circonscriptions de 250 000 habitants, bonjour la proximité. Mais vous dites que c'est Emmanuel Macron qui est responsable du blocage, oui, ce n'est pas le Sénat. Non, mais parce qu'il dit le préalable, c'est la dose proportionnelle et la suppression d'un certain nombre de sénateurs et de députés. Et comme c'est bloqué là-dessus, eh bien, on ne fait pas les réformes constitutionnelles tellement nécessaires. Je pense à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, vous comprenez. Tous les 2 fois par an, ou 3 fois, ou 4 fois, la France se fait sanctionner par la Cour européenne des droits de l'homme en raison du statut du parquet. Tout le monde sait qu'il faut changer le statut du parquet. Bon, il y a 7 ou 8 réformes, le Conseil constitutionnel, etc. Il y a 7 ou 8 réformes sur lesquelles tout le monde est d'accord. Faisons-les et ne nous tétanisons pas, comme le fait le président de la République, sur cette question du nombre de sénateurs. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais vous le dire, et je prends les paris. Si ça continue comme ça, le président et le gouvernement vont rituellement parler de la réforme constitutionnelle et au bout de 5 ans, il y aura 0 réforme constitutionnelle. Allez, on va continuer à parler du Sénat. Jean-Pierre Sueur, Édouard Philippe qui doit annoncer aujourd'hui un plan d'urgence pour les hôpitaux. Annonces qui sont à l'origine d'une crise entre le Sénat et l'exécutif, mais ce n'est pas la première. On va voir ça avec notre journaliste parlementaire Fanny Conqui. Oriane. Bonjour Fanny. Bonjour Oriane, bonjour Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Et on va faire un point avec vous sur les relations entre le Sénat et le gouvernement, relations pas toujours simples. Oui, alors effectivement, d'un point de vue législatif, les sénateurs et l'exécutif semblent plutôt en accord. Sur l'année 2017-2018, il faut savoir que 71% des textes ont été adoptés avec l'accord du Sénat. Cela représente donc plus de 2/3 des textes, mais ce chiffre est trompeur car il cache des tensions entre les sénateurs et l'exécutif. Tout commence dès le début du mandat d'Emmanuel Macron. Les sénateurs sont quelque peu déçus, voire même choqués par le sort qui leur est réservé. C'est le cas notamment lors des discussions budgétaires en décembre 2017. Par exemple, une nuit, les sénateurs en pleine nuit sont obligés d'attendre que la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie arrive au Palais du Luxembourg. Elle était retenue à l'Assemblée nationale. Lorsque la séance reprend enfin au milieu de la nuit, la sénatrice Sophie Primas souhaite faire un rappel au règlement. Écoutez. Il existe 4 ministres qui s'occupent de cette mission. Nous avons un ministre en charge des relations avec le Parlement. Ce qui vient de se passer est juste inadmissible. Ça fait une demi-heure que nous attendons dans l'hémicycle pour parler de la dette de la France, qui n'est pas le plus petit sujet de ce projet de loi de finances. Voilà, nous sommes très remontés et je peux vous dire que véritablement, il s'agit d'un incident de séance. Alors on le sait, les relations vont continuer à se tendre entre le Sénat et l'exécutif.
En 2018, éclate l'affaire Benalla. Le Sénat crée une mission parlementaire et le bureau du Sénat décide de transmettre à la justice certains témoignages en signe de contestation, de protestation. Eh bien, le Premier ministre, le 21 mars, décide de boycotter la séance de questions d'actualité au gouvernement. Et le lendemain, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, annule même sa venue lors d'un déplacement avec Gérard Larcher. L'année dernière, on le sait, Emmanuel Macron n'est pas venu au Congrès des maires de France, qui a été très mal perçu par les sénateurs. Et puis on le sait, il y a aussi la suppression de la taxe d'habitation et le projet de réforme constitutionnelle qui n'arrange pas les relations. Et dernier événement en date, vous l'avez dit, Oriane, c'est le refus de voter le PLFSS 2020. C'était la semaine dernière. Écoutez Bruno Retailleau. Nous avons assisté ces dernières heures, ces derniers jours, à une mascarade. Cette mascarade, ça n'est ni plus ni moins que le mépris du Parlement et de la Haute Assemblée du Sénat de la République. Vous avez voulu, Madame, Monsieur le Ministre, instrumentaliser le Sénat dans un rôle d'un théâtre d'ombre virtuel. Alors pourquoi les sénateurs n'ont pas voulu voter ce PLFSS? En cause, ce sont les annonces sur la crise de l'hôpital, les annonces qui sont prévues en fin de matinée pour les sénateurs. Ces annonces allaient rendre caduc le budget présenté la semaine dernière. Merci beaucoup Fanny pour ce rappel. Jean-Pierre Sueur, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est dans une crise entre le Sénat et le gouvernement? Mais non, le Sénat fait son boulot. Et c'est quand même bien dans une démocratie moderne d'avoir une assemblée qui a beaucoup d'indépendance. Vous savez, je crois que c'est totalement nécessaire. Regardez, vous avez parlé de l'affaire Benalla. Bon, j'étais le co-rapporteur de cette commission d'enquête. Nous avons travaillé très, très durement, assidûment, jour et nuit, pendant 6 mois, et nous avons produit un rapport. Monsieur Griveaux a dit ce rapport est plein de contre-vérités. Il a ajouté, d'ailleurs je ne l'ai pas lu. Bien. Aujourd'hui, nous sommes 7-8 mois après la publication du rapport. Pas une ligne a été démentie. Personne n'a trouvé une contre-vérité dans notre rapport. On nous a dit pendant 24 heures, vous faites de la politique. Non. Nous avons cherché les dysfonctionnements, nous les avons trouvés et nous avons fait des propositions. Pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête qui a explosé en vol. Et pourquoi elle a explosé en vol? Parce qu'il y a un manque d'indépendance, c'est tout. Et moi, je demande aux parlementaires de faire leur travail. L'Assemblée nationale n'est pas indépendante? Parlementaire. Je joue pas son rôle d'Assemblée parlementaire. Ce qu'on a vu sur la loi sur les municipales, enfin les collectivités locales, montre que c'est quand même bizarre qu'au moment où nous défendons les maires, les élus locaux, leurs droits, leurs libertés, par rapport aux questions de sécurité, par rapport à la violence exercée à l'égard des maires. Vous savez qu'on a fait à la commission des lois une dizaine de propositions contre l'insécurité des maires à la suite du drame qui a touché notre collègue maire de Signes. Eh bien, ces mesures, un certain nombre de ces mesures ont été retirées du texte par les députés. Donc moi je plaide. Mais comment vous l'expliquez? Vous dites qu'aujourd'hui les parlementaires à l'Assemblée sont aux ordres de la majorité présidentielle? Vous savez, j'ai été député. J'ai été député dans la majorité, dans l'opposition. Souvent, quand vous êtes dans une grande majorité, comme c'est un grand groupe majoritaire, on vous dit, tu sais, c'est bien ce que tu dis, mais enfin, il faut soutenir le gouvernement. C'est vieux comme le monde. Et c'est pourquoi je crois qu'il faudrait sans doute revoir ce dispositif. Il faut que les parlementaires aient une grande liberté, parce que la République doit marcher sur ses 2 pieds. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et le pouvoir judiciaire, c'est le 3e pied. Mais en toute indépendance... quand vous dites revoir le dispositif, c'est-à-dire, c'est sous quelle Je forme? ne suis pas sûr, je vais être très précis, que ce soit une bonne chose que les législatives aient lieu toujours juste après les présidentielles et aboutissent à des majorités très massives. Si on votait 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, ce serait différent. Et j'aime beaucoup qu'il y ait un jeu parlementaire, non pas au sens ludique, mais qu'il y ait vraiment une indépendance des parlementaires. Mais est-ce que ce ne serait pas différent? On risque d'avoir une instabilité et de ne plus pouvoir faire passer des réformes. Mais pas du tout. Parce qu'on nous dit, chaque fois qu'on propose une réforme comme celle dont je viens de parler, mais vous allez revenir à la 4e République. Mais je réponds non, 100 fois non. Pourquoi, Oriane? Vous le savez. Parce que sous la 4e République, le pouvoir exécutif dépendait d'un pouvoir législatif parfaitement instable. Tandis qu'aujourd'hui, avec la 5e République, on a un président de la République qui a beaucoup de pouvoir
et qui est élu par le peuple et qui est là pour 5 ans. Donc on peut avoir une dialectique, un dialogue aussi, entre un exécutif fort et un législatif fort. Allez Jean-Pierre Sueur, tous les jours on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui on va aller dans votre ville d'Orléans, la ville dont vous avez été maire. On va retrouver Éric Richard. Bonjour Éric Richard, vous êtes journaliste à la Nouvelle République, nos partenaires. Et aujourd'hui, votre journal s'intéresse à une nuisance environnementale dont on parle moins que la pollution atmosphérique et le bilan carbone, mais qui a des conséquences tout aussi importantes. C'est l'éclairage artificiel et ça a totalement modifié l'environnement nocturne de nos régions. Et oui, Oriane, et ces quelques chiffres ont le mérite, si l'on peut dire, de la clarté. Chaque soir, en France, s'allument 11 millions de lampadaires urbains, auxquels s'ajoutent 3,5 millions d'enseignes lumineuses. Si bien qu'en 20 ans, la qualité et la quantité, surtout de lumière artificielle, a quasiment doublé sur notre planète. Selon la très sérieuse Association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, 83% de la population mondiale n'a aujourd'hui accès qu'à des nuits ponctuées de lumière artificielle. C'est même 99% des habitants des pays européens ou des USA. Alors, ce serait anecdotique si des biologistes et même des médecins n'interpellaient pas aujourd'hui nos consciences. Cette lumière artificielle nocturne n'est pas sans conséquence en effet sur la biodiversité, ni sur les grands équilibres de notre écosystème et plus largement sur le vivant. C'est ce qu'un géographe, Samuel Chaléa, explique dans un ouvrage qui vient de paraître, Sauver la nuit, et qui nous amène à réfléchir sur cette atteinte environnementale que nous ne prenons peut-être pas suffisamment en compte. Et cette question qui est en lien avec l'éclairage urbain, eh bien, elle concerne bien évidemment directement les élus locaux. Alors tout à fait, vous avez raison, hein, l'élu local se trouve bien souvent en position d'arbitre, n'est-ce pas, entre les besoins en lumière légitimes de ses administrés, parfois de ses beaux monuments, et les besoins d'obscurité tout aussi légitimes de la biodiversité de son territoire. De cette dernière, on a d'ailleurs une illustration dans un secteur comme le Marais Poitevin, une zone humide où des chercheurs ont établi que la perturbation de l'obscurité avait une conséquence directe sur la reproduction de plusieurs espèces, et notamment les batraciens. Pour apporter des réponses à cette pollution lumineuse, la loi, bien sûr, et le règlement ont déjà fixé les règles visant au discernement dans cette utilisation énergétique. Un décret renforçant ce dispositif interviendra le 1er janvier 2020, décret qui concernera notamment le type de lampe à utiliser dans l'éclairage urbain. Mais on le voit, la prise en compte environnementale se passe aussi dans notre ciel. Et on va, tout ça c'est à lire dans la Nouvelle République avec ce titre, Sauver la nuit pour sauver le vivant. On va regarder votre une également, Éric Richard, une consacrée à Châteauroux. Châteauroux célèbre la gastronomie. Éric Richard, vous avez une question pour Jean-Pierre Sueur, c'est une question sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Jean-Pierre Sueur, bonjour d'Orléans, tout d'abord, bien sûr. Vous êtes, avec le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, l'un des porteurs du projet de référendum d'initiative partagée à propos de la privatisation d'Aéroports de Paris. Alors, vous avez recueilli environ 1 million de signatures de citoyens en faveur de ce projet à ce jour. C'est ce que vous indiquiez vendredi à Orléans. Alors, 1 million, c'est beaucoup, mais c'est en deçà, on le sait, du seuil de 10% du corps électoral, normalement requis pour déclencher cette procédure. Mais estimez-vous pouvoir convaincre, et c'est ma question, le président de la République qu'il s'agit d'un nombre suffisant, comme Emmanuel Macron l'avait lui-même suggéré, pour que puisse effectivement être organisé ce référendum d'initiative partagée? Mais je vais vous répondre clairement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même dit que 10% du corps électoral, c'est-à-dire plus de 4 millions de signatures, c'était quand même beaucoup. Et il a dit, à partir d'1 million de signatures, il faudrait pouvoir prendre en compte cela. Eh bien, lorsque nous allons atteindre 1 million de signatures, on est presque à 1 million de signatures, ce sera sans doute dans quelques jours, les groupes parlementaires qui sont à l'origine de cela vont demander audience au président de la République, de telle manière qu'il puisse y avoir un dialogue avec lui. Et moi, j'espère très fort qu'il acceptera de revenir sur cette privatisation d'Aéroports de Paris. Je vais vous dire que on voit aujourd'hui combien, avec cette idée lumineuse, entre guillemets, pas du tout lumineuse, c'est le cas de le dire, de M. de Villepin, de privatiser les autoroutes, combien on a perdu de l'argent, beaucoup,
et combien on s'est privé d'investissements pour l'avenir. Je veux aussi dire que, vous savez, la Française des Jeux, il y a plein de publicités et les ministres se réjouissent parce que beaucoup de gens vont devenir actionnaires de la Française des Jeux. Vous savez, au départ, les loteries, la loterie nationale, c'était quoi? C'était géré par l'État. Pourquoi? Parce qu'on voulait que le produit, il aille aux anciens combattants de la guerre 14-18, à la solidarité nationale, puisque finalement, ce sont souvent les gens les plus pauvres, les plus précaires, ceux dont les revenus sont les plus modestes, qui jouent à ces jeux de hasard en disant peut-être qu'on va gagner quelque chose. Eh bien, je crains que ça devienne purement mercantile, encore plus. Donc, voyez-vous, ces privatisations, je pense qu'elles ne s'imposent pas du tout. Allez, on va devoir remercier Éric Richard. Merci d'avoir été avec nous. Je remercie la Nouvelle République et aussi la République du Centre. Eh bien, alors voilà. Regardez, on va en parler de la République du Centre puisque Fanny Conquis va faire la revue de presse de votre département du Loiret. Elle nous rejoint. Et Fanny, on commence donc avec la République du Centre. Oui, la République du Centre, et on parle d'Orléans, ville dont vous avez été maire pendant plus de 10 ans, Jean-Pierre Sueur. Regardez, unis à Orléans pour que l'eau et l'assainissement ne soient plus gérés par les multinationales. Objectif que les citoyens s'impliquent dans cette gestion de l'eau et de l'assainissement, que ce ne soit plus seulement des grands groupes comme Suez et Veolia qui détiennent quasiment tous les contrats de France. Regardez ce que déclare un des membres d'une association. On a cette chance unique à Orléans que tous les contrats s'arrêtent le même jour. C'est l'occasion jamais de construire une grande régie publique eau assainissement. Pour l'usager, ce sera probablement moins cher, cela profitera à l'économie locale et l'argent ne va pas à des actionnaires mais est réinvesti dans le réseau. Une réunion est déjà prévue la semaine dernière pour organiser cette mobilisation citoyenne. La semaine prochaine. Et on enchaîne avec Reporter, Fanny. Oui, ce site consacré à l'écologie et à l'environnement. Regardez, près d'Orléans, les citoyens défendent la forêt contre les bulldozers. Et on voit cette photo avec cette travée d'arbres de forêt détruite. Il s'agit d'un projet de déviation et de construction d'un pont au-dessus de la Loire. Problème, ça concerne un bois qui est classé zone Natura 2000. Les associations se mobilisent donc et mobilisent les politiques. Regardez. Pour gagner cette course contre la montre, il faut faire du dossier un enjeu national et donc convier de grands partis politiques sur place. Le 25 septembre dernier, c'est Europe Écologie Les Verts, sous les traits de ces deux porte-paroles, qui a fait le déplacement. Un mois plus tard, c'était au tour de la France insoumise. Pour les associations donc et les citoyens, il faut désormais lutter sur 3 tableaux, politique, on vient de le voir, mais aussi associatif et juridique. Merci beaucoup Fanny pour cette revue de presse. Vous voyez, Jean-Pierre Sueur, on a parlé et de la Nouvelle République et de la République du Centre. C'est très bien. La boucle est bouclée. Est-ce que je peux dire un mot? 10 secondes, allez-y. Ah, c'est court. C'est très court sur ce pont. Oui. Vous savez, vous avez en face de vous un homme qui, avec ses collègues, a fait un pont sur la Loire. C'est un pont magnifique qui s'appelle le pont de l'Europe. Avant de faire ce pont, j'ai reçu des tonnes de protestations. On allait saccager la nature, etc. Maintenant, tout le monde passe dessus et on vient le prendre en photo. Ce n'est pas scandaleux de vouloir traverser un fleuve. Depuis les Romains, on s'échine à faire des ouvrages pour traverser des fleuves. Alors je dis que sur cette affaire-là, il y a eu 18 recours qui sont purgés, et on a tout fait pour préserver l'environnement, et on a bien raison, comme on a raison de réfléchir à la gestion de l'eau. La régie, c'est une solution, il faut simplement la comparer aux autres solutions en étant pragmatique et en voyant ce qui est le meilleur. Et enfin, on a raison. Jean-Pierre Sueur. Mais oui, mais Oriane, on a raison de ne pas éclairer la nuit, même si quand on est maire, on reçoit des demandes des habitants qui disent quand je rentre chez moi, je veux être en sécurité. Donc on est toujours au milieu des contradictions, mais on a raison de ne pas illuminer la nuit. Et voilà, la nuit à Orléans comme partout, elle est magnifique. Merci Jean-Pierre Sueur d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. On parlera notamment des listes communautaires. Il prône son interdiction. Emmanuel Macron a fermé la porte à cette mesure hier. Nous verrons sa réaction. Mais d'abord, on va se rendre au congrès des maires. Vous allez le voir, ce congrès, ce n'est pas seulement un rendez-vous politique, c'est aussi l'occasion pour les maires de faire des achats pour leur commune. Ça se passe au Salon des maires et vous allez le voir, Cécile Sixou et Marie Brémaud ont suivi un maire dans ses achats. On regarde. C'est en connaisseur que Jean-Michel Dufaux arpente les allées. C'est la 4e fois qu'il se rend à l'Assemblée des maires de France.
Ça, c'est pour les cœurs de ville, ça. Ouais, après, c'est bon, faut avoir vraiment du... C'est pour les milieux urbains, ça. 3 jours sur place pour discuter avec d'autres élus, certes, mais aussi pour repérer les bonnes affaires et les derniers outils. Premier arrêt consacré à l'entretien des espaces verts. Regarde, voilà les ramassages des feuilles. Regarde ça, tiens. Ça vous plaît? Comment? Ah oui, ben c'est notre problématique. On est une commune rurale, nous, alors il y a beaucoup de feuilles en cette saison. La commune nouvelle dont il est le maire, Terre de Haute-Charente, compte un peu plus de 4000 habitants. Comme tous les maires, il doit renouveler son parc d'outils en fonction de nouvelles contraintes environnementales. Aujourd'hui, on est en zéro produit phytosanitaire, donc ça veut dire que c'est dû à la main. Hein. Donc, et ça, je crois que c'est un bon outil pour faire justement la voirie. Le prix de cette machine balai, entre 3 500 et 7 000 euros. Donc c'est pas phénoménal comme prix. Ça interpelle au bon sens du terme. Ça demande réflexion. Les élus ne sont pas enclins aux achats compulsifs. Ils gèrent pour la plupart en bons pères de famille. Alors ce n'est pas des clients comme les autres, parce que nous on fait aussi des matériels pour les agriculteurs, pour l'ETP. C'est surtout des gens qui viennent chercher des solutions dans l'air du temps, je dirais. Jean-Michel Dufaux s'arrête rapidement sur un stand qui propose des décorations de Noël pour les communes, avant de s'atteler à un dossier important pour Terre de Haute-Charente. On regardait pour des toilettes justement sur une des communes. Donc on a fait du traditionnel. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est à côté d'une église classée. Quand je vous demandais tout à l'heure la fréquentation qu'il y avait au niveau des toilettes, oui. On a une assise qui est en compact pour les petites et moyennes fréquentations. D'accord. Et vous avez une assise qu'on appelle nous standard en interne, qui est pour les plus grosses fréquentations, qui peuvent monter jusqu'à 80 personnes par jour. Ah oui, non. Les toilettes publiques, un sujet loin d'être anecdotique pour cette commune de Charente qui tente d'attirer plus de touristes. Et donc c'est une affaire conclue là? Pas conclue, mais on a de bons renseignements. C'est un sujet qui piétine chez nous. Je crois que là, on va le ressortir de l'ornière. Il faudra convaincre le conseil municipal d'investir environ 30 000 euros. Peut-être l'un des derniers achats pour Jean-Michel Dufaux qui, après 2 mandats, laissera sa place sur le trône municipal. Et notre invité politique ce matin, c'est Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous, président du groupe Les Républicains ici au Sénat. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui dirige le bureau parisien de Ouest France. Bruno Retailleau, on va bien sûr commencer en parlant de ce discours d'Emmanuel Macron et de ces listes communautaires, listes dont vous demandiez l'interdiction. Emmanuel Macron, hier, devant les maires, a fermé la porte à votre proposition. On va l'écouter avant de vous faire réagir. Comment définirait-on les listes communautaires? Qui en serait le juge? Selon quels critères? La vie politique est ainsi faite que les choses peuvent changer. Nous avons des règles claires. Faut-il ici les bousculer? Parce que soudain les esprits s'échauffent. Je nous appelle collectivement à la prudence, pas la prudence qui mène à l'inaction, non, celle qui conduit à ne pas renoncer aux libertés de la République, parce que le pire est parfois là, celle qui nous conduit aussi à voir toutes les conséquences de ce qu'on propose. Bruno Retailleau, que répondez-vous au président de la République ce matin? Renoncement, démission. Je m'attendais guère à plus parce que il a refusé, je pense que Jean-Michel Blanquer était favorable, mais il a refusé, vous savez, notre proposition de loi qui consistait à interdire le voile dans les sorties scolaires, alors que les sorties scolaires, on le sait juridiquement, c'est du temps scolaire. C'est l'école hors les murs et nous voulions que les mêmes règles s'appliquent dans l'école hors les murs et l'école dans les murs. Donc en refusant cette petite chose, je m'attendais à cette réponse. Mais c'est une réponse qui est profondément contradictoire. D'abord, il n'a pas lu la proposition de loi. Quand il dit « mais quel juge ?» Évidemment, ce serait placé, bien sûr, sous, comment dirais-je, l'appréciation du juge de l'élection, quelle que soit l'élection, d'ailleurs, auquel on a affaire. Mais la contradiction, elle est la suivante. Il dit « mais il ne suffit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. » Bien sûr. Sauf que, quelques phrases avant, il dit « mais on a interdit des mouvements associatifs, on a fermé des mosquées, on a fermé des écoles. » Donc on voit bien que l'interdiction, c'est une arme qu'a la République. Et quand on ferme une mosquée,
il y a quand même la liberté religieuse en France. C'est pas rien. Elle est proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Exactement, lorsqu'on dissout un mouvement, je me souviens que sous Nicolas Sarkozy, un mouvement islamiste avait été dissous, il y a la liberté d'association. Donc à chaque fois, le principe d'interdiction, c'est un principe qui doit évaluer la proportionnalité entre le but qu'on veut atteindre et puis d'autres libertés qu'on peut peut-être aussi contraindre. Donc une nouvelle fois, Emmanuel Macron, en réalité, montre qu'il démissionne. C'est l'immobilisme. Il démissionne face à quoi, clairement? Il démissionne face à l'islam politique qui est en train de gangréner de nombreux de nos territoires lorsque Christophe Castaner m'a invité l'autre jour avec Nicole Belloubet et Laurent Nunez. Il a invité, c'était son choix, ça n'était pas le mien, un universitaire que je ne connaissais pas, Bernard Rouget, qui sort d'ailleurs au mois de janvier un livre qui sera intitulé « Les territoires conquis par l'islamisme ». Il lui a donné la parole pour introduire le sujet. Le propos, le constat de cet universitaire était froid, mais il était glaçant, nous citant des cas où dans des universités, des jeunes filles ne pouvaient plus se dire juives parce qu'elles étaient persécutées, ne pouvaient même plus se dire chiites. Le chiisme, c'est une partie de la profession musulmane, la confession musulmane. Donc on voit qu'on est allé très loin. Je pense par ailleurs que le président de la République ne parvient pas à saisir ce qu'est le djihadisme. Il y a le terrorisme qui est sanglant, que nous combattons à l'étranger et sur les territoires français. Mais il y a la fabrique des vocations djihadistes de demain, qui s'appuie sur un séparatisme, qui s'appuie sur un islam qui proclame que la charia est au-dessus des lois de la République. Et plusieurs études, l'Institut Montaigne il y a 2 ans, la Fondation Jean Jaurès il y a quelques semaines, nous ont appris que 30% pratiquement de nos compatriotes musulmans pensaient que la charia, c'est-à-dire la loi de Dieu, la loi religieuse, devait être au-dessus de la loi républicaine. Si on ne fait rien, on démissionne. C'est le renoncement. Emmanuel Macron, je l'accuse de refuser le combat contre l'islamisme, qui n'est pas une religion, qui est une idéologie politique qui s'appuie sur le dévoiement d'une religion. Mais il faut le combattre avec les moyens, y compris les moyens que nous donne la loi. Parce qu'avec Emmanuel Macron, jamais on n'aurait eu l'interdiction de la burqa. Jamais. Il endosse le fait de fermer quelques mosquées, trop peu. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs sans doute compléter la loi sur un certain nombre de points. Nous en avions parlé avec M. Castaner sur ce plan-là. Donc l'interdiction, c'est poser des limites. Et aujourd'hui, évidemment que je ne prétends pas tout résoudre, mais la République française est soumise à un choix. Est-ce que nous engageons le combat avec toutes les armes, des armes républicaines qui sont à notre portée, ou est-ce que nous démissionnons? Emmanuel Macron propose la démission. Et de la démission à la soumission, il n'y a qu'un pas. Peut-être juste pour préciser pour nos téléspectateurs, après les mots du président, quel est l'avenir possible de la proposition de loi que vous aviez faite sur l'interdiction des listes communautaires aux élections? Je ne me fais pas d'illusions. Elle sera présentée à l'Assemblée ou c'est juste ça n'arrivera pas? Au moment de la rencontre avec Christophe Castaner, il m'avait indiqué les grandes difficultés qu'un texte de ce type aurait avec sa majorité à l'Assemblée nationale. Donc le texte, plaisantant d'ailleurs, mais moi ça ne me fait pas rire du tout. Je pense que la majorité En Marche sera, comme à l'habitude, le petit doigt sur la couture du pantalon. Mais donc ce texte et ce débat vous permet de vous exprimer, de porter le débat sur la place publique et d'avoir un échange au niveau de la société sur cette problématique. Par contre, en termes de possibilités d'aboutissement, il n'y en a pas, c'est clair. Ce qui est terrible, c'est qu'ils ont refusé une toute petite avancée, qui était pour moi une évidence, le voile pendant les sorties scolaires. Vous vous rendez compte, ils ont refusé ça, donc je n'étais pas du tout dupe. Je sais bien quel est le logiciel d'Emmanuel Macron de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, je reprends l'expression de Régis Debray, qui l'avait qualifié de galoricain, c'est-à-dire qu'il est plus attiré par le modèle anglo-saxon de juxtaposition de communautés plutôt que par le modèle républicain de la laïcité, où il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale, où il n'y a pas des individus comment dirais-je, qui s'ébattent librement dans la société civile, mais où on a un citoyen qui, dans l'ordre public, est capable de se détacher de ses déterminismes, de ses allégeances ethniques, religieuses, sociales, etc. C'est ça le modèle français. Et malheureusement, Emmanuel Macron, lorsque, par exemple, comme président de la République, il avait grimpé la tribune du Congrès américain pour faire l'éloge du multiculturalisme, avait montré à l'époque, il était président, il n'était pas candidat, il était déjà président de la République, que ce modèle
américain, anglo-saxon, était sans doute le modèle qui le fascinait un peu plus. Plus largement, Bruno Retailleau, Emmanuel Macron a fait un discours de quasiment 1h30 hier devant les maires. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours ? Écoutez, il s'est trouvé que, vous savez, les maires ensuite, on se retrouve au Sénat. J'en ai retrouvé 150, alors de Vendée, mais de Morbihan et d'autres départements. J'ai passé 2h30, 3 heures au contact de tous ces maires, des maires qui avaient la plupart du temps, qui n'étaient pas du tout engagés politiquement, de droite, de gauche, bon voilà. J'en ai pas trouvé un qui ait pensé que le discours d'Emmanuel Macron avait répondu à leurs attentes. Pas un. Alors c'était un discours. Qu'est-ce qui manquait ? Alors, une première phrase, il ne nous a pas parlé à nous. C'est-à-dire qu'il a fait son discours pour lui, mais pas pour les maires. Il voulait délivrer un message, il a fait un show, c'est un showman. Il est plutôt talentueux d'ailleurs dans ce genre d'exercice. Je trouvais que du temps de sa plume Sylvain Faure, les discours étaient plus relevés. Mais je pense qu'il a montré sa vraie nature vis-à-vis des territoires. Et qui est ? Je pense que lorsqu'il a cette phrase, qui je trouve est terrible, moi, qui est formidablement arrogante, voire méprisante. Désormais, quand on décentralise des compétences, il faudra décentraliser les responsabilités. Non, les responsabilités. Mais alors les élus, c'est des irresponsables ? Franchement, de quoi se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Est-ce que les maires qui, lorsque Gaston Defferre leur avait confié les écoles primaires, ont fait montre d'irresponsabilité ? Les collèges, pour les départements, pour les régions, les lycées ? Non. On voit bien que pour lui, il pense toujours la relation entre l'État et les territoires comme une relation de sous-traitance ou même de suggestion. Je trouve que ça n'est pas une décentralisation vraiment aboutie ou en tout cas assumée. Les maires avec lesquels vous avez discuté ont la même lecture que vous ? Ils ont la même lecture ? Ils ont la même lecture. Franchement, ils ont absolument la même lecture. Vous savez, la disparition de la taxe d'habitation, personne ne le demandait. C'est une question de recettes, de compensation, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement une question de sous, la disparition de la taxe d'habitation. C'est ce qui crée le lien civique. C'est ce qui crée le lien civique entre les habitants de la commune et la commune. Comment dire à nos concitoyens que ce qui apparaît comme gratuit, pourtant, coûte quelque chose à la collectivité. Ça, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 13. Sur ce sujet de la taxe d'habitation, Emmanuel Macron a dit aux maires, si vous trouvez un électeur qui vient vous reprocher la baisse, faites-le moi savoir. Est-ce que vous trouvez que sur ce sujet, il joue les Français contre les maires ? Comme il avait joué les Français contre les maires, l'opération qui n'était pas de lui, mais qui était sans doute de Bercy, appuyée par En Marche, vous savez, balance ton maire. C'était prendre l'opinion publique à témoin et livrer en pâture les maires. Là, il ne va pas jusque-là, bien évidemment. Simplement, on a constaté cette arrogance. C'est une arrogance, c'est une forme de populisme, de dire, mais qui peut être pour la baisse d'impôts ? Bien sûr, sauf que la taxe d'habitation, c'est sans doute un des impôts les mieux consentis parce qu'il y a un problème de proximité. Vous dites que sur ce sujet, il fait du populisme. Bien sûr. Ma conviction, d'autant plus que je pense que j'aurai l'occasion de m'exprimer demain sur le projet de loi de finances, je pense qu'il y avait d'autres charges. Si on veut relever la France, si on veut créer de la richesse, pour la distribuer aux Français, je pense qu'il y avait d'autres impôts, notamment sur des entreprises, pour justement abaisser le chômage de masse qui est le nôtre depuis 4 décennies et qui est en train de paupériser, là aussi avec la croissance molle, les Français. Je pense, pour terminer, que dans le malaise démocratique, le malaise territorial, les deux sont liés. Les deux sont profondément liés. On a créé en France ce que Rosan Vallon a appelé la société de l'éloignement. On a fait des grandes régions, des grandes communautés de communes, des grands cantons. On a étiré le lien géographique. On a cassé la proximité. Et en cassant la proximité, on a cassé la confiance. Et donc, si on veut regagner de la confiance pour relever la démocratie, c'est, je crois, avec plus de décentralisation, mais une décentralisation qui soit adulte, qu'on arrête. On voit bien les maires, d'ailleurs. Quel est le paradoxe d'un maire aujourd'hui ? C'est qu'il sent que l'État est partout, tatillon, et Emmanuel Macron est le représentant de cette technocratie financière de Bercy, un État qui veut tout faire, qui veut contrôler tout d'en haut, et une République, on en parlait il y a quelques instants, qui est nulle part, qui renonce à se défendre. Ce paradoxe-là, il est terrible, et c'est le quotidien des maires, eux qui sont en première ligne, pas seulement pour annoncer des morts, malheureusement, ce qui est terrible, mais aussi pour réparer les vivants, si je reprends une phrase de Tchekhov. Pour reprendre ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne pensez pas que la déception des maires que vous décriviez, elle tient aussi au fait qu'il y avait une attente forte
sur la future fameuse loi 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration. Le président hier n'a pas été très concret sur ces questions. Il a abordé plein de choses, mais il n'est pas allé au fond sur la plupart. Est-ce que il n'est pas là le décalage aussi, une attente d'annonces concrètes qui ne sont pas venues hier, en fait? Vous avez raison, je pense qu'il ne parvient pas à penser les territoires. Or, la France, par rapport à ses voisins européens, ce qu'elle a en plus, c'est le territoire. Vous vous rendez compte qu'il y a en France à peu près 3200 communes de moins de 3500 habitants. À aucun moment, le président de la République, ça des maires me l'ont dit, n'a prononcé le mot ruralité. Et il a prononcé un certain nombre de contre-vérités lorsqu'il dit que c'est grâce à l'État qu'on fibre. L'État subventionne, bien sûr, depuis... pas seulement lui, François Hollande, Nicolas Sarkozy avant, mais c'est nous les collectivités. En Bretagne, c'est la région, en Vendée, c'est le département, c'est certainement pas l'État. Moi, je vais vous dire, l'État, ça a été plutôt, en l'occurrence, un empêcheur de tourneron. Il a fallu se battre. C'est ce que vivent les maires. Vous savez, qu'est-ce qu'attendaient les maires? Ils sont en bout de mandat. Un mandat qui était le plus dur depuis la guerre, sans doute. Parce que baisse des dotations, parce que des administrés toujours plus exigeants, voulant de moins en moins donner à la collectivité, mais demandant à la collectivité toujours plus, et un État qui a fragilisé les maires, l'opération Balance ton maire. Bon. Ce que voulaient les maires, c'est qu'Emmanuel Macron leur parle, non pas du haut de sa chaire présidentielle, mais qui leur parle en disant, voilà, moi je suis le père de la nation, je suis en charge de la République. Et vous, la République du quotidien, c'est vous. La démocratie de proximité, c'est vous. Ces petites patries charnelles, comme disait Peggy, c'est encore vous. Et avec toutes ces patries charnelles, ensemble, nous composons la grande patrie, la grande maison France. Il aurait fallu qu'ils s'adressent à eux en faisant vibrer leur corde civique. Eux qui sont les représentants de la cité. La cité, le civisme. Pas de civisme, pas de cité. Voilà, c'est ça. Et il n'a pas compris. C'était franchement un discours plutôt techno, mais surtout arrogant. Il faut qu'il arrive à quitter cette arrogance qui lui a fait tant de mal, je crois, vis-à-vis pas seulement des maires, mais vis-à-vis des Français. Il faut qu'il le comprenne. Il est intelligent, il est talentueux. Pourquoi ne le comprend-il pas ? Bruno Retailleau, on va passer à un autre sujet. Ces annonces sur l'hôpital que doit faire Édouard Philippe ce matin, suite au plan d'urgence annoncé par Emmanuel Macron la semaine dernière. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces annonces ? Écoutez, pour l'hôpital, les choses sont claires. On l'a proclamé au Sénat il y a quelques jours, puisqu'on a dû interrompre l'examen du PLFSS. Le PLFSS, c'est le budget de la sécurité sociale. On nous faisait discuter, on nous faisait débattre sur un document qui était faux, puisque les annonces présidentielles du Premier ministre vont arriver ce matin. Moi, ce que je demande, c'est des moyens et de la réforme. Si vous avez seulement les moyens, dans un système qui ne fonctionne pas, dans 1 an, dans 2 ans, on reviendra à la même chose. Il faut donc sans doute des moyens. Pourquoi ? Parce que la santé va coûter plus cher. Et ça, il faut l'accepter. Est-ce que l'État a les moyens de donner des moyens à l'hôpital, justement ? Mais bien sûr, sauf que l'État ne fait pas de choix. Ne fait pas de choix. Dans le budget que nous allons examiner dans les jours prochains, eh bien, je suis désolé, mais nous sommes champions du monde de la dépense publique. Nous sommes lanterne rouge de l'Europe sur les déficits. Notre endettement ne cesse de croître. Ça veut dire qu'on aura encore 23 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Si on ne fait pas de choix, on ne peut pas consacrer de l'argent là où il faut vraiment mettre cet argent. La santé, avec le vieillissement, avec le coût des médicaments. Alain Milon me disait l'autre jour qu'il avait reçu, je crois que c'est des cancérologues pour un cancer très spécifique des enfants. Il y a 2000 cas. On a trouvé une sorte de médicament un peu miracle, un traitement. Il coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce que demain, on va pouvoir se permettre cela ? Non, alors, il faut réformer. Pour réformer, il faut, 1, donner plus d'autonomie à l'hôpital. 2, désétatiser, débureaucratiser l'hôpital en confiant non pas les rênes à l'administration, c'est-à-dire à des bureaucrates, certains sont de qualité, mais plutôt aux médecins. Il faut sans doute aussi décentraliser, parce que par exemple, les régions en savent beaucoup plus sur la nécessaire offre de soins sur un territoire que l'État en haut ou les grandes agences régionales. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de propositions. Nous en avons fait. Mais ce que j'attends, c'est bien sûr des moyens, mais c'est surtout une réforme. Nous avons un système trop hospitalo-centré. Et si nous ne parvenons pas à rééquilibrer les choses entre la médecine de ville et l'hôpital, avec sans doute pour l'hôpital 3 niveaux, les CHU,
l'excellence, la formation, les soins qui sont très particuliers, des hôpitaux intermédiaires et des hôpitaux de proximité. Je crois qu'il faut réussir à penser l'articulation médecine de ville, hôpital, et au sein de l'hôpital, avoir sans doute 2 ou 3 niveaux de performance et de compétences. Sur la question des moyens, vous attendez quand même à des annonces fortes ce matin de la part du Premier ministre. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'elles seront suffisamment fortes pour mettre fin à la grogne du secteur, et notamment dans la perspective de la mobilisation du 5 décembre? En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un climat social qui est extrêmement tendu. On a bien vu. Les grands services publics sont en panne, ou en tout cas, les grands services publics protestent. Ça a été le cas du service public de la sécurité avec les sapeurs-pompiers, avec les policiers. Ça a été le cas aussi pour l'école et l'enseignement supérieur, les étudiants, et c'est le cas maintenant pour les services de santé. Est-ce que l'exécutif peut encore calmer ou apaiser le secteur santé avec des annonces fortes faites ce matin? Je pense qu'il le peut. Mais il faut que la réponse soit à la hauteur. Et encore une fois. Mais c'est quoi à la hauteur? Est-ce que par exemple l'État doit reprendre la dette de l'hôpital ou pas, qui est de 30 milliards? Bien sûr. Moi, j'y suis plutôt favorable parce que ça permettrait de payer cette dette moins chère et du coup de dégager plusieurs centaines de millions d'euros. Mais ça, c'est une toute petite modalité. Moi, je pense qu'il faut environ 1 milliard d'euros, mais je pense surtout qu'il faut organiser et réorganiser profondément les choses et arrêter de bricoler. Écoutez, on nous avait fait une annonce il y a 2 ou 3 mois d'un plan pour les urgences sur 3 ans, 750 millions d'euros. Ensuite, on s'est aperçu que ces 750 millions d'euros avaient été pris sur le budget d'investissement des hôpitaux. Et puis ensuite, on s'est aperçu, en étudiant le budget de la sécurité sociale, qu'on demandait à peu près 700 ou 800 millions d'euros de plus d'économies sur l'hôpital. C'est gribouille, c'est gribouille. Donc on ne peut pas aller de politique d'annonce en politique de communication. Il faut traiter le mal à sa racine. Oui, l'hôpital est malade et il faut vraiment un remède de cheval pour qu'il puisse se relever. Et ça concerne tous les Français. Vous savez, ce secteur-là, c'est les urgences, c'est la pénurie de médicaments, c'est les EHPAD, la dépendance. Et du coup, ça fait beaucoup, je trouve. On évoquait la mobilisation du 5 décembre. Il y a le COR, le comité d'orientation des retraites, qui publiera son rapport demain. On s'attend à ce que le déficit concernant les retraites s'établisse entre 8 et 17 milliards d'après ces estimations d'ici 2025. Et une des pistes qui ressort finalement pour éviter ce déséquilibre, ce serait de repousser l'âge de départ à la retraite. Est-ce que le gouvernement peut tenir sur cette ligne, puisque l'idée c'était de ne pas toucher au départ d'âge à la retraite? Écoutez, il y a belle lurette qu'ici au Sénat, on a indiqué qu'il y aurait sans doute plus de 10 milliards avant 2025 de déficit. Bon, on apprend que ça pourrait atteindre pratiquement 17 milliards d'euros. Donc on prépare le terrain là. Le gouvernement est au pied du mur. Le problème est que Emmanuel Macron s'est fait piéger par sa promesse présidentielle. Il avait indiqué qu'il n'était pas question de repousser l'âge légal de départ à 62 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Tenir sur ce point? Non, mais je voudrais prendre à témoin les Français. Quand vous prenez cet engagement, on ne touche pas à l'âge de départ. Qu'est-ce qui vous reste? Vous ne pouvez pas augmenter les impôts, les charges des entreprises. Qu'est-ce qui vous reste? Vous paupérisez les retraités. C'est ce qu'il a fait avec la CSG, mais surtout avec la désindexation. Je rappelle que l'an prochain, il y aura toujours 1/3 des retraités qui vont s'appauvrir parce qu'ils seront désindexés. Donc moi, je propose qu'on porte progressivement l'âge de la retraite à 65 ans. C'est un choix collectif qu'on doit assumer parce que l'hiver démographique arrive. Je reproche à Emmanuel Macron aussi de ne pas penser la démographie. La politique familiale dont il fera reparler est, depuis François Hollande, celle qui fait les frais des politiques d'ajustement et d'économie. Cette année encore, à hauteur de près d'un demi-milliard entre la désindexation et quelques autres mesures. On rentre dans un hiver démographique. Alors, faisons un choix. Disons aux Français, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que nos aînés, on les traite correctement, on leur garantit le pouvoir d'achat? Alors, il faut travailler plus tard. Ou est-ce que vous voulez, parce que vous êtes attaché à 62 ans, alors on va vers une société de la paupérisation. Et c'est une question plus générale. Quelle quantité, quelle offre de travail on met sur la table pour demain se payer des services publics à la hauteur? Des services publics pour les traitements, notamment qui coûteront de plus en plus cher, comme je le disais. Et c'est un choix collectif. On a fait le choix avec les 35 heures. Vous savez, l'hôpital est aussi malade des 35 heures. Au total, on a tous des proches qui travaillent à l'hôpital, dans des CHU. C'est mon cas. Bon, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Donc, il y a eu les 35 heures et il y a eu la paupérisation des infirmières qui sont payées avec un lance-pierre, des aides-soignantes et même des médecins. Il y a la paupérisation. Ce qu'il faut que les Français ressentent et voient bien, c'est que toutes ces manifestations qu'on voit dans la rue, ce sont des signes
précurseurs d'une paupérisation qui les concerne eux, mais qui concerne aussi nos services publics. On a un choix à faire. Est-ce qu'on veut créer plus de richesses, mobiliser plus d'offres de travail, ou est-ce qu'on baisse les bras? Il nous reste moins de 2 minutes. Bruno Retailleau, on va parler de votre famille politique pour Un finir. dernier thème pour terminer, plus politique, les municipales en 2020. C'est passionnant, ça. Alors, comment est-ce que vous voyez les Républicains s'en sortir par rapport à cette élection et à ces enjeux? La famille est en ordre de marche? Je pense que sur les municipales, il faut se garder de tout triomphalisme, mais je pense qu'on a des élus qui sont enracinés. Le maire, vous savez, c'est un élu de proximité. Tout à l'heure, je parlais de la démocratie. Je pense que la démocratie, c'est une géographie humaine. C'est la géographie de la confiance qui est la géographie de la proximité. Donc, il y a ce qu'on appelle une primo sortant parce que le maire, quand il fait le travail, il est aimé. Et je pense que de ce point de vue-là, nos maires vont tenir. Je pense que nos maires vont tenir. Il ne s'agit pas de garder, mais parce que nos équipes ont fait un excellent travail et les Français, ils sont attachés et on voit que la difficulté de En Marche, c'est l'enracinement. Alors, une élection en chasse une autre, celle de 2022, vous voyez qui pour les Républicains? En ce moment, on a François Baroin qui est dans la lumière. Est-ce que c'est pas un peu le Bernard Cazeneuve des Républicains, c'est-à-dire celui que tout le monde voit y aller et qui finalement dit je sais pas, plus tard, on verra? Vous voulez dire le Bernard Cazeneuve ou Jacques Delors? Non, mais François est un ami. Ce choix est un choix intime, ça lui appartient. J'avais Xavier Bertrand hier soir. Mais puisqu'on est entre nous, ce serait un bon candidat des Républicains pour 2022, François Baroin? Il y a plusieurs. Vous savez très très bien qu'il y a un certain nombre de personnalités dans le parti actuel, voilà, ou à l'extérieur, comme Valérie Pécresse, comme Xavier Bertrand. Voilà, simplement, moi je pense qu'il va falloir qu'après les municipales, on puisse tous se retrouver, tous ceux qui peuvent avoir cette prétention-là, cette vocation, si j'ose dire, pour se parler. Vous en faites partie? Écoutez, en tout cas, j'ai toujours indiqué que je porte des convictions de deux choses l'une. Ou ces convictions, elles sont portées par quelqu'un qui est en meilleure situation que moi, je l'aiderai. Si elles ne sont pas portées, je m'interrogerai. Ça, c'est clair. Ça, c'est absolument clair. La politique, c'est des convictions. Ce n'est pas la course à l'échalote. Mais très franchement, il faut qu'on se retrouve après les municipales pour discuter ensemble, pour que, entre ceux qui sont dedans le parti et à l'extérieur, on puisse trouver une forme de règle commune pour ne pas s'étriper et que nous n'ayons pas divisé au premier tour de l'élection présidentielle. Il faut porter, moi je pense que vous savez, l'acte 2 du quinquennat, ça va être l'immobilisme. On le voit dans le budget, on le voit sur la déclaration d'hier, sur le recul pour lutter contre le communautarisme. Cet immobilisme qui est en marche, rien ne l'arrêtera, disait Pierre Queuille. C'est une phrase que j'ai reprise. Et les grands discours ne changeront rien à l'inaction. Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous, on l'espère. Bruno Retailleau, merci d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, on passe au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, nous reviendrons bien sûr longuement sur le discours d'Emmanuel Macron hier devant les maires de France. Mais avant cela, notre reportage en région. Toute la semaine, nous suivons des maires dans leur quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux conseillers municipaux, ces élus de l'ombre de la démocratie locale dont on parle peu et pourtant ils sont très nombreux, plus de 500 000 en France. Sandra Cerquera et Samia Dechir ont passé une journée avec Morgane Vanipé. Il a 26 ans, il est conseiller municipal à Saint-Venant, c'est dans le Pas-de-Calais, et il s'investit avec passion depuis près de 6 ans dans sa ville. On regarde. Bonjour Morgane, vous êtes conducteur de bus, vous venez de finir votre service, mais votre journée n'est pas terminée? Alors non, je suis conseiller municipal de Saint-Venant, une deuxième journée va commencer sur le terrain et en réunion. On vous suit. Morgane, vous avez 26 ans, vous avez été élu quand vous aviez 20 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir conseiller municipal? Alors j'ai toujours été investi dans la vie de Saint-Venant depuis que j'ai 15 ans.
Donc je faisais partie de l'harmonie municipale et étant originaire de Saint-Venant, de fil en aiguille, c'était naturel pour moi de devenir conseiller municipal, de pouvoir me mettre au service de la population. Le lien avec les gens, le fait de pouvoir leur rendre service, d'écouter leurs demandes et de les transmettre, de pouvoir résoudre leurs problèmes quand ils en ont, quand on peut les résoudre. C'est l'aspect social en fait qui me plaît bien dans ce que je fais. Bonjour Anita, je te prendrai un boulot s'il te plaît. Tout va bien? Ça va. Bon, parfait alors. Alors 1,50 € s'il te plaît. Merci. Et voilà ton ticket. Parfait, Je te merci remercie. beaucoup. Passe une bonne journée. Bonne journée à toi. Au revoir Morgane. Au revoir. Alors Morgane, vous jonglez en permanence entre 2 emplois du temps, ça vous demande du temps et de l'organisation? Alors oui, parce que j'ai 35 heures au travail à faire, donc j'ai réorganisé mon temps de travail pour justement avoir un peu plus de temps dans la semaine. Donc au lieu de travailler sur 6 jours, je travaille sur 4 jours et demi, pour pouvoir avoir 10 heures à consacrer à la mairie par semaine, donc pour les réunions, les rendez-vous et les présences en manifestation. L'engagement d'un conseiller municipal dans une petite ville reste un engagement bénévole qu'on fait par passion, par vocation, et on se donne à 100% quand on aime ça. Comme Morgane, la grande majorité des conseillers municipaux est bénévole. Seuls les conseillers des villes de plus de 100 000 habitants touchent une indemnité. Ce qui représente peu à l'échelle nationale, 30 villes seulement sur les 35 000 existantes. On va faire le point sur les manifestations du comité des fêtes sur l'année. Le 5 mars, on aura le concert de Natacha Saint-Pierre à l'église. Tout est complet, ça s'est vendu très rapidement. Maintenant, on attend les travaux. Jean-Marie Béron, bonjour. Vous êtes adjoint au maire, vous avez l'habitude de travailler avec les conseillers municipaux, dont Morgane. Sont des élus dont on parle moins. En quoi sont-ils utiles ? Les conseillers municipaux sont la courroie de transmission de la base. Ils prennent le baromètre de la population. Je termine mon 4e mandat. J'ai été 2 mandats conseiller municipal. J'ai appris beaucoup de choses à l'écoute du terrain. Merci. Merci à vous. Comme beaucoup d'autres communes, Saint-Venant n'est pas épargné par la crise des vocations qui touche les élus locaux. Ici, à 4 mois des municipales, certaines listes peinent à trouver des candidats. Voilà pour ce reportage de Samia Dechir et Sandra Cerquera. Dernier épisode demain à la même heure dans Bonjour chez vous. Bonjour messieurs, bonjour Fanny. Bonjour. On va bien sûr parler longuement de ce discours d'Emmanuel Macron. C'était hier en ouverture du congrès des maires de France. Unir et rassembler. L'expression est revenue plusieurs fois dans la bouche du président de la République. Avant d'en parler avec vous, messieurs, on va l'écouter. Trop de fractures. C'est le principal constat qui a émergé du grand débat national. Fracture territoriale, fracture numérique, sociale, identitaire, culturelle aussi. Trop de fractures. Comme si la France n'était plus une. Cela signifie, en quelque sorte, recoudre cette France trop souvent déchirée. Déchirée entre la ville, les banlieues, les différents quartiers, les campagnes, avec, je le sais, un exercice du mandat de maire parfois particulièrement difficile. Patrick Roger, recoudre cette France déchirée, c'est un discours d'unité, d'appel à l'unité qu'a prononcé hier Emmanuel Macron devant les maires. D'appel aux maires, d'abord. On n'a pas bien compris, enfin moi je n'ai pas bien compris en tout cas. Vous n'êtes pas le seul. Quelle était sa vision globale du territoire, de l'avenir de la nation, en termes de décentralisation notamment, puisqu'il était attendu sur ce terrain-là, et il n'a pas dit grand-chose, mais il y avait chez lui une volonté de nouer ou de renouer. Il a fait l'expérience du grand débat national. Il s'est rendu compte que les maires étaient effectivement ce qu'il a appelé les gardiens de la paix de la République. Ce que dit François Baron, on est votre garde nationale. Voilà, il veut poursuivre dans cet exercice-là, mais et engager un dialogue direct avec eux.
Mais les maires aussi ont peut-être d'autres attentes qui vont au-delà de ce lien direct avec l'État. Ce qui est apparu, c'est que finalement, Emmanuel Macron n'est pas un grand décentralisateur. Il a une vision plutôt étatique et la première partie de son quinquennat, il avait fait l'impasse sur ses élus de base. Aujourd'hui, il veut entrer dans un dialogue direct avec eux. Mais il oublie qu'il y a aussi des échelons intermédiaires. Et là, ce n'est pas apparu dans son discours. Thierry Dupont, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que finalement Emmanuel Macron a prononcé un discours trop régalien et pas assez à destination des maires? Alors, il s'est adressé aux maires pour les remercier. Pour les remercier d'avoir tenu le choc pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il a dit qu'ils avaient offert un cadre à la colère et à l'indignation de leurs concitoyens. Donc après, effectivement, il n'a pas répondu aux attentes, que ce soit sur la décentralisation. Certains pensaient qu'il allait profiter de son discours pour parler davantage de la République, de la laïcité. Ce n'a pas été le cas. Il s'est prononcé notamment contre l'interdiction des listes communautaires. C'est un merci. Il s'est adressé à eux pour les remercier. Il a encore cédé parfois à quelques facilités, quand il dit si vous trouvez quelqu'un qui se plaint des baisses d'impôts, envoyez-le moi. Comme disait tout à l'heure Bruno Retailleau, quand il dit en face des nouvelles compétences, il y aura des responsabilités. Bon, voilà, c'est un peu facile. Sur cette question des listes communautaires, qui a fait beaucoup parler, il a donc fermé la porte à leur interdiction. Vous qui connaissez bien la Constitution, Jean-Philippe de Rosier, il a posé des questions. Comment définirait-on ces listes? Qui en serait le juge? Sur quels critères? Est-ce qu'il a raison de poser des questions? Est-ce que c'est des questions qui se posent ou est-ce que c'est de la politique finalement pour ne pas donner suite à cette mesure? C'est un peu les deux. Les questions qu'il pose sont parfaitement légitimes, mais précisément parce qu'elles ne trouvent pas de réponse. C'est tout le problème de ces listes communautaires. On avait déjà eu l'occasion d'en parler ici. Et une liste communautaire, d'abord, ça veut dire quoi? Moi, je ne vois pas quelle communauté. Bon, maintenant, si c'est une liste dont le message politique, la revendication politique est de créer de la violence, de faire une révolution armée, de renverser l'État, etc., il y a des moyens aujourd'hui pour l'interdire. Si c'est une liste qui prône un message, une idéologie qui ne convainc pas tout le monde, c'est le propre de n'importe quelle liste. Quand on va voter, on n'est pas d'accord avec toutes les listes, on en choisit une, on ne peut voter que pour une liste. Et donc, effectivement, elles défendent peut-être des opinions qui ne correspondent pas peut-être même pas à la majorité, mais elles ont le droit, tant qu'elles respectent l'ordre public, tant qu'elles respectent la sécurité, j'allais dire même la démocratie. Participer à l'élection, c'est respecter la démocratie. Et bien sûr que lorsque on a saisi ces exemples, les démocrates chrétiens ou les indépendantistes dans certaines régions présentent des candidats. Ils ne respectent pas pleinement la République parce qu'ils veulent peut-être la sécession, mais ils veulent le faire par des moyens démocratiques, par l'appel au vote, etc. Et donc, les listes communautaires, effectivement, revendiquent un message qui va à l'encontre de certains principes constitutionnels aujourd'hui établis, enfin, peuvent aller à l'encontre de certains principes constitutionnels aujourd'hui établis, mais il ne s'agit pas forcément de les renverser de façon violente. On va voir, allez-y rapidement, Patrick. Non, mais parce que sur ce terrain-là, c'est extrêmement glissant, extrêmement dangereux. À ce moment-là, est-ce qu'on va interdire des listes d'extrême gauche qui prônent la dictature du prolétariat? J'ai pris l'exemple des démocrates chrétiens, mais attention. Tout à fait, non, mais je vous rejoins tout à fait. Allez, c'est un discours qui a fait réagir, bien sûr, les maires. On va voir quelques réactions. Elles ont été recueillies par Quentin Calmet et Jonathan Duprise à la sortie du discours d'Emmanuel Macron. Après 1h20 de discours, l'évolution de la parole du chef de l'État est flagrante. L'an dernier, Emmanuel Macron n'était pas venu à ce congrès. L'allocution d'hier marque une réconciliation entre les édiles et le président de la République. Moi, ce que je retiendrai, c'est quand même une prise de conscience du rôle des maires par rapport à ce qu'on vit depuis un an, la difficulté qu'on rencontre sur le territoire et donc le rôle que jouent les maires en proximité.
Depuis un an et la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État le reconnaît, les maires ont été au premier plan pour organiser le grand débat. Je retiens surtout qu'il s'est rapproché des maires suite au grand débat. Il y avait une fracture dans ce pays. La première des fractures était entre le président et les maires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il l'a dit à plusieurs reprises dans son discours, il a appris des maires parce qu'il a appris aussi du terrain. Il est venu sur le territoire, sur tous les territoires de France, et je pense que ça lui a servi. Sur les sujets de décentralisation et de compétences, Emmanuel Macron semble assumer sa politique et appelle de ses voeux une réforme des dotations. Mais dans la salle, la suppression de la taxe d'habitation laisse certains élus sceptiques. Il faut qu'il y ait des travaux complémentaires qui se passent sur la taxe d'habitation. C'est pour moi, je suis maire, je suis président de l'association des maires du Bas-Rhin, et qu'à ce titre-là, les autres élus me disent exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on fera, avec quels moyens ? Restent des inquiétudes donc dans la politique de l'exécutif et des sujets soigneusement évités par le président de la République dans son discours. Un discours aux allures parfois de politique générale, bien loin des sujets concrets évoqués par les maires lors de leur congrès. Vous êtes d'accord, Patrick Roget? C'est un discours éloigné des préoccupations des maires? En ce qui concerne la taxe d'habitation, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a toute une série d'interrogations qui ne trouvent pas encore aujourd'hui de réponse. Il en a apporté une. C'est d'ailleurs peut-être un des aspects les plus frappants de son discours. Il dit attention, vous réclamez des compétences, vous réclamez des moyens, mais peu importe finalement d'où viennent ces moyens. Ce qui compte, c'est la ressource. Et il fait un parallèle avec l'Allemagne, sans la citer, où il dit, regardez, l'Allemagne, c'est un pays qui est extrêmement décentralisé, mais les ressources, elles sont votées au plan national, elles sont attribuées au plan national. Et là, il pose un véritable défi. Effectivement, est-ce que les ressources locales doivent nécessairement dépendre de la fiscalité locale? C'est une vraie question aujourd'hui qui peut être en débat. Je suis totalement d'accord avec Patrick. S'il y a un message clair hier, c'est que l'autonomie fiscale et financière des collectivités qu'elles réclament, il a tordu le cou à cette idée. Pour aller dans ton sens, l'idée qu'il a émise, qu'il a suggérée à la fin d'une chambre du Parlement qui voterait chaque année les ressources, ça ressemble effectivement un peu à ce qui se passe en Allemagne. Mais ça, c'est possible, Jean-Philippe de Rosier? Qu'est-ce que ça implique? Déjà, il a parlé, me semble-t-il, d'une éventuelle révision de la Constitution sur ce plan pour renforcer l'autonomie financière des collectivités territoriales. Après, il faut prendre garde aux dangers que ça peut véhiculer. De quelle collectivité territoriale parle-t-on? Parce que hier, il était devant les communes. Les communes, il y en a à peu près 36 000 en France. Si chacune dispose de l'autonomie financière, c'est un risque très présent de grandes inégalités sur le territoire. Et ça, évidemment, je ne pense pas que ce soit son objectif, je l'espère. Et il faut maintenir une cohésion, donc il faut maintenir un principe de péréquation. Donc l'autonomie financière des collectivités territoriales, oui, elle est primordiale pour garantir leur autonomie en général, le principe de libre administration qui est constitutionnellement garanti, mais il faut que l'État veille à ce que les inégalités ne se creusent pas. Allez, Oui. Allez-y rapidement, Patrick Roget. Là où l'autonomie financière aujourd'hui, elle existe dans la Constitution. Et de fait, elle est garantie constitutionnellement. Là où il y a un véritable débat, c'est du côté de Territoires Unis, par exemple, il y a la volonté... Territoires Unis, c'est l'union des trois associations d'élus. Des trois associations d'élus. Région, département, commune. Il y a la volonté d'inscrire dans la Constitution l'autonomie fiscale. Là, très clairement, Emmanuel Macron dit non, ce ne sera pas le cas. Mais le fait... Il y a aujourd'hui un processus qui a été engagé par Macron. On le voit très bien. Une part de TVA accordée aux régions, et les régions ne s'en portent pas plus mal. Hein, et il a l'intention d'étendre ce processus au département. Aujourd'hui, il y a peut-être une vision, effectivement, de généraliser ce processus-là. Allez, monsieur, on va parler d'une loi qui concerne les maires, qui est examinée en ce moment à l'Assemblée. C'est la loi Lecornu, engagement et proximité. On en parle avec vous, Fanny.
Allez-y Fanny, sur cette loi Le Cornu, qui est donc examinée à l'Assemblée, qui a déjà été votée au Sénat. Oui, effectivement. Le mois dernier, le projet de loi engagement et proximité porté par Sébastien Lecornu était voté à la quasi-unanimité au Sénat. Alors que tout semblait se faire dans une bonne entente, eh bien, les choses se sont brusquement tendues. On rappelle le contexte. Ces jours-ci se tient le congrès de l'AMF. Et pendant ce temps, le texte est débattu à l'Assemblée nationale. Et en commission, les députés sont déjà revenus sur de nombreux amendements du Sénat. Vous allez le voir, c'était l'un des principaux objectifs du projet de loi, renforcer certains pouvoirs de police du maire, notamment le pouvoir de fermeture administrative des débits de boissons pour d'autres motifs que celui d'un trouble à l'ordre public. Mais pour les députés, eh bien, cela doit rester de la compétence du préfet. Amendement supprimé donc. Autre mesure phare du Sénat pour faire face aux violences dont les élus locaux sont victimes, le projet de loi prévoyait que la commune souscrive obligatoirement un contrat d'assurance visant à couvrir les coûts liés à la protection fonctionnelle des maires dans l'exercice de leur mandat. Les députés ont supprimé cette obligation. Et puis, le texte prévoyait également l'obligation pour le procureur de la République d'informer le maire des suites judiciaires données aux infractions commises dans leur commune. Argument de l'Assemblée, cela pose un problème de séparation des pouvoirs, mais aussi de charge de travail pour le parquet. Amendement supprimé donc. Alors hier, au congrès de l'AMF, la co-rapporteure du texte au Sénat, Françoise Gatel, était présente. Elle s'est exprimée sur ces modifications apportées par les députés sur le volet sécurité, mais aussi sur les mesures concernant les intercommunalités. Alors, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je pense que ce texte, il est attendu par les élus locaux. Il y a nécessité de faire bouger les choses, comme on l'a dit au Sénat. Il y a eu, on a cru comprendre qu'il y avait un dialogue plutôt constructif entre le Sénat et le ministre. La chose a un peu dérapé en quittant le Sénat, donc on garde un œil très attentif là-dessus. On surveille comme le lait sur le feu. Alors le ministre chargé des collectivités, Sébastien Lecornu, était présent lui aussi bien sûr au congrès de l'AMF. Il était au micro de nos collègues Corinne Calmet et Jonathan Dupriez. Moi je suis un grand défenseur du Sénat et je suis un grand défenseur du bicamérisme. Donc le principe du bicamérisme, c'est que les deux chambres doivent trouver des accords entre elles. Ce n'est pas une chambre qui a raison sur l'autre. Moi, je ne rentrerai pas cette semaine dans un jeu politicien. Donc si le Sénat, si certains sénateurs veulent faire de la politique, ils le feront, mais sans moi. Le Sénat a voté de bonnes dispositions. Le Sénat a fait de bonnes propositions initialement que j'ai reprises, d'ailleurs, dans le projet de loi. Après, sur les intercommunalités, il y a parfois des amendements qui ont été pris au Sénat qui ne tournaient pas sur le terrain juridique ou sur le terrain financier. Alors, le texte était prévu pour entrer en vigueur en janvier prochain, mais sans accord entre les chambres en commission mixte paritaire, le processus pourrait être plus long. Mais tous, en tout cas, ont intérêt à ce que le texte soit voté avant les municipales. Et oui, sinon on risque de se mettre à dos et les maires et le Sénat, Thierry Dupont, pour le gouvernement. Oui, là, il y a eu un peu de bisbille entre le Sénat et l'Assemblée. Il y a eu une interview de Gérard Larcher dans la Gazette des communes qui a un peu agacé les députés qui se sont sentis dépouillés de leur prérogative de travailler sur le texte. Donc voilà, il y a un peu de mouvement d'humeur. Jean-Philippe Nordier. Oui, les désaccords entre l'Assemblée nationale et le Sénat sont courants et sont même bénéfiques parce que c'est ce qui permet justement de faire des lectures parlementaires, une délibération et d'aboutir, le cas échéant, à un texte commun. Mais on sait qu'il y a des désaccords profonds entre la majorité, et notamment le président de la République, et le Sénat actuel. Là, il y a eu une petite opération séduction en donnant le texte d'abord au Sénat, en l'écoutant, le laissant délibérer, etc. Et maintenant, la majorité refait son travail, c'est-à-dire revient sur un certain nombre d'avancées proposées par le Sénat. Et si effectivement la fracture est trop grande, eh bien, il y aura un désaccord. Le texte sera adopté avec le dernier mot à l'Assemblée nationale. Je ne doute pas qu'il le soit avant les municipales, parce que c'est l'objectif et tout sera fait dans ce sens-là. Mais évidemment, le Sénat n'est pas de majorité présidentielle, donc il y aura des blocages. Il vous reste 30 secondes. C'est court, Patrick Roger. Non, mais il était logique que le texte soit examiné d'abord au Sénat. Tous les textes concernant les collectivités territoriales sont examinés en première lecture au Sénat. Ensuite, moi, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'il y ait
un terrain d'atterrissage entre le texte de l'Assemblée et le texte du Sénat. Et il y a une volonté réelle du gouvernement de trouver ce point d'atterrissage avant la fin de l'année. Eh bien, on suivra tout ça. On va parler d'un tout autre sujet. On va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Reims, retrouver nos partenaires de l'Union Lardonnais. Bonjour Géraldine Baird, vous êtes rédactrice en chef déléguée de l'Union Lardonnais et vous allez nous parler de ce terrible fait divers survenu samedi en forêt de Retz. C'était près de Soissons. Vous en savez, d'ailleurs, rappelez-nous quel est ce drame malheureux et puis quelles sont les circonstances si vous en savez un petit peu plus. Oui, effectivement, samedi après-midi, une jeune femme enceinte de 6 mois promenait son chien en forêt de Retz près de Soissons lorsqu'elle a été attaquée par une meute de chiens. Elle a été littéralement dévorée par ces chiens. Donc, c'est ici un drame qui suscite énormément d'émotions. Beaucoup de questions restent encore en suspens. Une enquête évidemment est ouverte. Et puis on en a su un peu plus hier sur les circonstances de ce drame et sur les causes de la mort de cette jeune femme. Vous en savez donc allez-y, qu'est-ce que vous savez du coup des circonstances? Ce que l'on sait, c'est que cette jeune femme promenait son chien en lisière de forêt et qu'elle a appelé son compagnon pour dire qu'elle était menacée par une meute de chiens, qu'elle se sentait en danger. Ce jeune homme, son compagnon, a quitté son travail immédiatement pour tenter de la rejoindre. Il a contacté plusieurs fois en vain. Il semblerait que le drame se soit passé entre 13h et 13h30. Il a arpenté la forêt pour la retrouver et c'est quelques instants plus tard qu'il est tombé sur malheureusement le corps de sa compagne et le chien de celle-ci était resté près d'elle et aboyait, hurlait à la mort. Donc le procureur de la République hier nous a donné quelques éléments. On sait que les causes de la mort sont un petit peu plus claires. Elle serait due à une hémorragie due aux nombreuses morsures dont a été victime Elisa Pilarski. Ce qui reste à déterminer maintenant, c'est d'où proviennent les chiens qui l'ont attaquée. Était-ce les chiens qui participaient à une chasse à courre qui avait lieu dans le secteur au même moment ou bien d'autres chiens errants? On n'en sait pas davantage sur ce point précis. Justement, est-ce que du coup ça relance la polémique sur les chasses à courre? Oui, alors ici, c'est un secteur où il y a de nombreuses chasses à courre le week-end en forêt. Il se trouve que samedi était jour de Saint-Hubert et qu'un équipage était justement engagé sur le secteur de Saint-Pierre-Aigle, le village où a eu lieu ce drame. Nous avons contacté les organisateurs de cette chasse à courre qui, pour l'instant, se refusent à tout commentaire, qui ont expliqué effectivement que la chasse au chevreuil, un équipage était parti chasser le chevreuil en tout début d'après-midi. Selon des riverains, des aboiements ont été entendus. On ne peut pas savoir s'il s'agit des chiens de la chasse. En tout cas, les riverains ont entendu des aboiements et ces riverains nous confient également leurs inquiétudes. Les chasses à courre sont régulièrement organisées dans ce secteur. Elles sont malheureusement très peu signalées et donc les habitués du secteur évitent de se rendre en forêt dans ces cas-là et surtout n'y promènent pas leurs chiens, n'y emmènent pas leurs enfants évidemment. Donc c'est quelque chose qui quand même inquiète déjà à la base pas mal les riverains. Donc on sait que ce drame accentue évidemment leur inquiétude. Merci beaucoup, merci Géraldine pour ces précisions que vous nous avez apportées sur ce drame. On revoit la une de l'Union, Elisa dévorée par des chiens. C'est à la une de votre journal ce matin. Et Fanny, on va passer à la revue de la presse quotidienne régionale. Et Fanny, on commence avec la dépêche du midi. Oui, on revient sur ce pont qui s'est effondré, 50 tonnes sur le pont, ce pont qui s'est effondré à Mirepoix-sur-Tarn, c'était lundi, et en cause, ce qui est donc en titre de la dépêche du midi, 50 tonnes, c'est le poids de ce camion poids lourd qui circulait au moment où le pont s'est effondré, c'est 2 fois le poids qui était autorisé, c'était 19 tonnes autorisées, il y a eu donc 2 morts, et sachez, vous le savez, qu'il y a eu une mission d'information du
Sénat qui avait été créé après l'effondrement du pont de Gênes. Cette mission d'information avait demandé un plan Marshall, un audit sur les ponts, puisque selon cette mission d'information sénatoriale, 25 000 ponts en France sont en très mauvais état et il fallait éviter un drame. C'était la conclusion de cette mission d'information sénatoriale. Et on enchaîne avec Paris-Normandie. Oui, à la une de Paris-Normandie, on revient sur l'incendie de Lubrizol. C'était fin septembre et près de 2 mois après ce terrible incendie. Et bien toujours des questions qui se posent et notamment les sols pollués. Est-ce que des sols sont pollués? Un rapport a été commandé par Lubrizol. Lubrizol qui souhaite rouvrir partiellement le site du Rouen d'ici la fin de l'année. Puis vous le savez, il y a une commission d'enquête qui a été ouverte au Sénat. Et cet après-midi, c'est Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui sera auditionné. Et on termine avec Vosges Matin. Oui, et évidemment, à la une, les municipales, c'est dans 4 mois. Et cette question, le défi des femmes. Les femmes, actuellement, représentent 17% des maires en France. C'est mieux qu'il y a 60 ans. En 1959, elles étaient 1% des maires. Donc, il y a eu l'effet de la loi sur la parité. Mais dans Vosges Matin, on se pose cette question. Si le nombre des élus progresse, leur représentation reste marginale dans les instances représentatives du département. C'est à lire en pages 2 et 3 de Vosges Matin. Merci beaucoup, Fanny, pour cette revue de presse. On va voir vos unes, messieurs. Thierry Dupont, la une de l'Express. Trump, il ne rate pas tout. Oui. Voilà. Voilà, il fallait s'intéresser aux réussites économiques, notamment de Donald Trump. C'est vrai que le pays connaît une certaine réussite économique et donc il s'en attribue les mérites, ce qui n'est pas toujours vrai, mais ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas voilà, c'est vrai qu'il en bénéficie et sa popularité est toujours très haute chez ses partisans. Et dans les pages politiques, un papier sur Jean-Marie Le Pen, le dernier tour de piste du vieux, c'est votre titre. Oui, c'est pas moi qui le dis. Notre journaliste Camille Vigogne-Lecotte s'est intéressé, je dirais, à l'art de Jean-Marie Le Pen de ciseler sa propre statue, de polir sa statue. Il écrit toujours ses mémoires. Il reçoit toujours beaucoup chez lui, notamment des étudiants, mais également ses amis. Il décrit très bien une scène où Bruno Gollnisch l'appelle entre deux conversations un peu amicales. Il parle quand même de l'affaire des assistants parlementaires de Strasbourg, pour lesquels tous deux sont inquiétés. Et c'est donc à lire cette semaine dans l'Express. À la une du Monde datée d'aujourd'hui, les retraites. Patrick Roger, retraite, le dilemme politique de Macron. Oui, avec le rapport du Conseil d'orientation des retraites, donc qui prévoit un déficit qui peut aller jusqu'à 17 milliards d'euros en 2025. Et du coup, la question qui se pose, c'est avant la réforme prévue par le gouvernement, est-ce qu'il va devoir y avoir une autre réforme concernant effectivement l'équilibre des comptes? Et rapidement, en avant-première, quel sera le thème de la une du Monde qui sortira cet après-midi du coup? Évidemment, les annonces du gouvernement pour les hôpitaux. Eh bien, on regardera tout ça. On va faire un dernier tour, porte de Versailles. Retrouver en direct Pierre-Henri Gergonne pour parler, bien sûr, de ce congrès des maires. Pierre-Henri, bonjour. Vous suivez pour nous, pendant ces 3 jours, ce congrès des maires. Après le discours d'Emmanuel Macron hier, quels sont les temps forts aujourd'hui ? Vous savez, un congrès, c'est toujours ça vit, ça bouge, ça grogne, ça applaudit. C'était le cas hier, par exemple, avec, vous l'avez dit, la venue d'Emmanuel Macron qui a rempli véritablement cette porte de Versailles. Ça sera peut-être le cas également jeudi, demain, avec la venue du Premier ministre Édouard Philippe. Peut-être le discours finalement le plus attendu par les élus, par les maires eux-mêmes, qui attendent, on le sait, du concret sur des sujets aussi sensibles que la fiscalité locale, l'organisation des territoires ou encore les délégations de compétences. On en parle beaucoup ici dans les allées du Congrès des maires de France. Mais n'allez pas croire pour autant que cette journée de mercredi n'est qu'une simple journée de transition normale dans un congrès comme celui-ci. Tout au contraire, la coloration sera encore très politique avec ce matin, par exemple, les interventions des responsables de l'organisation Territoires Unis qui regroupe, vous le savez, les responsables des départements de France, des régions de France et également des maires de France, bien entendu. Des interventions précédées par un discours
très attendue du président du Sénat, Gérard Larcher, qui sera notre invité au cours de cette matinée. À suivre également des débats, des tables rondes très importantes ici, porte de Versailles. Elles concerneront par exemple le développement des territoires ruraux ou encore la transition énergétique sur laquelle Emmanuel Macron s'est largement appesanti hier dans son discours. On suivra également une table ronde, Patrick Roger en parlait à l'instant, consacrée au développement des hôpitaux. Un sujet évidemment d'actualité puisque le gouvernement, vous savez, dévoile ce matin son plan de soutien aux hôpitaux, programme très chargé, très politique, largement relayé bien sûr sur l'antenne de Public Sénat à partir de 11h ce matin. Exactement Pierre-Henri, on vous retrouve en direct à partir de 11h. Merci d'avoir été avec nous, on vous retrouve demain dans cette matinale. Merci messieurs, merci Fanny. À 15h, ne manquez pas en direct, en exclusivité, les questions d'actualité au gouvernement. C'est avec Tam Tranui. On se retrouve demain, l'invité politique Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste adjoint à la maire de Paris, chargé du logement. Merci de nous avoir suivis, on vous attend demain. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.